commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. Protection de biodiversité, mangrove, forêt xérophyte, forêt sèche-talent, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour En Semaine et puis la Sopama. En Semaine et puis la Sopama, c'est une émission qui se présente bien sûr sur le plateau de Zouk TV. Nous remercions grandement Zouk TV. Mais c'est une émission qui était présentée par Henri Louis Régis qui était président de la Sopama durant 25 années. Donc on salue grandement Henri Louis Régis. La Sopama salue grandement Henri Louis Régis. Et puis je peux lui dire qu'il me manque grandement sur le plateau. Donc aujourd'hui je reçois la famille Brigitte. Donc vous avez pu voir sur Facebook qu'il y a eu effectivement que la famille Brigitte connaît depuis quelques années de grandes difficultés. Donc on va voir aussi avec Pascal Tourbillon qui connaît très très bien le dossier et qui fait partie aussi de la commission juridique, mais il essaye de se détacher de la commission juridique, mais j'espère qu'il va rester le plus longtemps que possible, parce que c'est vraiment un membre potalant. Nous avons besoin de lui et de son expérience, et puis il était aussi professeur d'économie, donc on n'oublie pas. Donc je présente donc Monique, donc qui est née Brigitte, donc bonsoir. Bel bonsoir tout le monde Zouk TV et bel bonsoir aussi tout le monde de la Sopama. Et je remercie tout le monde et surtout les membres de la Sopama et puis Zouk TV qui invité nous aujourd'hui à le plateau. Un bel bonsoir. Donc nous avons aussi Monsieur Élisée, c'est le frère de Monique. Donc Élisée, comme il a dit tout à l'heure, c'est comme le snack ou le cinéma. Comme le snack, oui, tout à fait. Donc moi, je viens accompagner ces moyens pour nous parler des problèmes là, nous à la Talente, au Diamant, aux Centres d'Arlet du moins. Et voilà quoi. On espère trouver une solution assez rapide. Et donc nous avons aussi Pascal Tourbillon sur le plateau qui pourra nous expliquer réellement avec vous ce qui se passe chez vous. Donc Pascal Tourbillon, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bel bonsoir tout le monde. Moi content, moi l'habitude. Et puis nous allons essayer de travailler ensemble pour faire avancer le pays. Parce que c'est ça, nous sommes en développement durable pays, mais dans le respect et dans l'intérêt des populations et du peuple martiniquais. Et c'est en ce sens-là, moi, ces camarades-là, moi, je saluer Henri Louis Régis, nous pas dire, c'est qui ne peut pas continuer de travailler là, il était faire dans notre TV, parce qu'il a des problèmes de santé. Donc, nous avons souhaité en meilleure santé, puis peut continuer de travailler, et puis nous, le mieux possible. Voilà. Et puis, nous allons continuer. Mais on ne l'oublie pas et on ne peut pas l'oublier. Parce qu'il a quand même, il nous a permis quand même, en fait, moi j'ai appris avec lui, parce que lorsque je suis arrivée en 2009 à la Sopama, eh ben, j'ai grandi, en fait, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je suivais comment il faisait lorsqu'il y avait des séminaires, des conférences, lorsqu'il y avait des réunions où la Sopama est présente. Donc j'écoutais toujours l'oreille et puis bon, j'ai appris grâce avec lui. Voilà. Et tu as appris vite et bien. Ah oui, merci. Donc effectivement, donc, la semaine dernière, j'avais sur le plateau Jean-Luc Ega, Garcin Malsa, Myriam Malsa. Donc c'était pour le convoi Bar Réparation. Donc vous avez vu que ça a commencé avec le convoi Timoun. Et puis donc il y a je vais parler de samedi plutôt. Alors ce samedi, c'est 21 mai. Donc c'est le parcours Saint-Pierre-Prêcheur. Donc on a 10 km à parcourir avec le groupe à pied Vokoum. Donc en fait, le départ c'est sur la place Bertin. Mais je pense que la place Bertin elle devrait être débaptisée. Pas vrai, Pascal? Oui, je pense qu'il faut qu'un jour nous arrivions
trouver et puis ses camarades Saint-Pierre, mais Saint-Pierre, puis comprendre que nous ne pouvons pas faire la gloire de ceux qui ont tué nos ancêtres. Parce que la place de était une place que on vendait. vendre ancêtres nous. Donc nous ne pouvons pas admettre ça. Et ce n'est pas ça pour nous mettre en valeur. C'est ça. Voilà. Donc il y a des efforts à faire. Nous avons un effort historique, expliquer la population, pour comprendre une des gens qui peut bien comprendre là. Ce n'est pas contre nous qui aller, mais c'est peuple nous pour nous mettre en valeur, pour nous préférer avancer. Et puis il faut savoir aussi que la ville de Saint-Pierre, en fait, porte le nom de celui qui l'a construite, c'est-à-dire de Pierre Belin d'Esnambuc. Pierre Belin d'Esnambuc qui a été déchouqué en Martinique le 26 juillet 2020 en même temps que Joséphine et Napoléon sur la savane. Mais en fait, le nom de la ville de Saint-Pierre, c'est en hommage justement à Pierre Belin d'Esnambuc. Ça veut dire ça a montré tout le travail pour nous faire, un travail de prise de conscience et puis pour nous avancer dans le pays. Voilà. Mais nous pouvons avancer, puis tout le monde, nous peut-être que les années qui sont plus devant, peut-être que ça qui est plus devant, qui est obligé d'attendre ça qui est plus derrière pour nous payer ensemble monter. Voilà. Donc, c'est un appel au maire, donc peut-être même pas qu'au maire, c'est tout au conseil municipal pour solliciter le respect réflexion pour avancer, pour faire le peuple là prendre conscience. Et c'est comme ça que nous avons plus fort. Voilà. Donc on va faire maintenant, on va commencer aujourd'hui, donc on va voir. Alors d'abord, parce qu'on avait fait une émission il y a à peu près 3 semaines de cela, Pascal était avec moi sur cette émission et on parlait de servitude ou de droit de passage. Et donc effectivement, entre-temps, entre cette émission et aujourd'hui, il y a une triste affaire qui est en fait une triste situation qui justement s'est déroulée sur une servitude. Donc on va avoir une petite vidéo, ça dure 2 minutes à peine et puis on se retrouve sur le plateau, comme ça on va voir avec Pascal effectivement encore le problème de servitude, ce que ça donne dans le pays. Et alors, faut me... C'est bon? C'est bon. Oui, c'est pas aller. Allez, ça c'est. Alors voilà, après, disons, 15 minutes de marche, on arrive à l'ambulance. Oh, voilà, le parcours du samedi.
Donc nous entendons que dans la vidéo, eh ben, qu'à la fin, donc c'est essoufflé que la dame qui filme nous dit bon ben on est passé sur que c'est fini. Donc c'est Monsieur Blévinal qui a fait un AVC. Qui a fait une AVC. Qui était déjà en chaise roulante depuis quelque temps. Et sa situation s'est aggravée avec tous les problèmes. Et il n'y a plus d'accès chez lui alors qu'avant... Attends, c'est sur quelle commune et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, si je comprends bien, il y a eu le barrage. En fait, quelqu'un a barré la servitude. Et ça se trouve sur quelle commune? Ça se trouve à Rivière-Salée, sur la route de Desmarinières. Alors, pour arriver à l'accès de la route de Desmarinières, il y avait un chemin en droit de passage. Un chemin dit que je t'ai dit avant. Tout le monde passait là librement. Et puis, M. Blévinal, qui est un petit peu plus au fond, avait une route, une voie d'accès carrossable que la commune lui avait aménagée pour arriver bien dessus. Mais la nuit, et comme tout le monde passait sur ce passage, ce droit de passage, ce chemin dit comme on disait. Mais les héritiers du voisin, de M. Blévinal, ont décidé que non, ils ne peuvent pas laisser des gens passer sur leur propriété. Mais au lieu de trouver une solution, mettons qu'ils ne veulent pas qu'on passe au milieu de leur propriété, on peut comprendre ça. Même au lieu de trouver un chemin pour passer le long de la propriété, soit en bas, soit en haut, il a simplement mis un mur pour barrer l'accès. Si bien que la route carrossable qui permettait d'arriver chez M. Blévinal, qui est une personne âgée avec sa femme, les deux, un couple âgé de plus de 70 ans, qui leur permettait d'accéder librement à la route, c'est aujourd'hui comme ça. Et puis on voit la conséquence aujourd'hui. M. Blévinal, qui a vu sa situation se dégrader encore plus, sa santé se dégrader, aujourd'hui on a toutes les peines du monde pour l'emmener à la route, à la voie, pour prendre la voiture de sécurité, pour prendre ça. Et on voit, et là il faut remercier les voisins, il faut remercier le service de secours. Et vous avez vu comment ça a été pénible pour le transporter. Et ils sont quatre costauds quand même, on voit qu'ils sont costauds. Et c'est grâce à tous ces gens-là qu'aujourd'hui on a pu l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Évidemment, ce n'est pas une situation acceptable. Et je crois que le voisin de M. Blévinal, je ne veux, par respect pour la famille, je ne nomme pas le nom, mais le voisin de M. Blévinal devrait avoir un comportement plus humain. Mais un comportement beaucoup plus humain, parce que ce sont des êtres humains comme tous les autres. Quoi. Et je crois que ça, et évidemment, nous avons écrit au maire, et le maire de Rivière-Salée lui a envoyé un courrier, mais véritablement de consensus pour lui dire, Monsieur Blévinal, pas M. Blévinal, le voisin de M. Blévinal, libérer le passage parce qu'il y a un problème de santé. Et moi et le maire, j'ai lu le courrier qui a été transmis à la SOPAMA. Le maire nous a transmis le courrier. Voici le courrier que j'ai écrit pour dire, en tant que maire, il y a une situation d'urgence. Je vous demande de libérer le passage. Je vous donne 8 jours pour le faire. Et ça se passe depuis le mois d'avril. Et jusqu'à présent, le monsieur n'a pas obtempéré. Et qu'est-ce qui se passe juridiquement, éventuellement, dans ces conditions? Parce qu'il y a une mise en danger d'autrui. Dans ce cas-là, oui, et c'est ça que je crois. Et il faut qu'il sache qu'il met la vie d'autrui en danger. Et là, c'est une infraction qui est punie par la loi. Ce que nous souhaitons, nous ne souhaitons pas punir les gens, mettre les gens en prison, mais nous souhaitons que des situations comme ça se règlent le plus possible à l'amiable. Bien sûr, le maire peut faire des situations de force, et le maire a le droit de mettre ce monsieur-là en demeure, d'enlever son mur, le mur qu'il a construit là.
de façon illégale, parce que même si là, c'est son terrain, ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'il ait une autorisation du juge pour mettre le mur. Il ne peut pas mettre un mur pour barrer. Personne ne peut être enclavé comme il l'a fait là. Et cette situation d'enclavement qu'il a créée, a bien créé une situation encore de mise en danger de la vie d'autrui. On a vu ça, et par conséquent, ça relève de la justice et de la punition pénale. Alors le maire, nous appelons le maire de Rivière-Salée, nous appelons d'abord la bonne foi de ce voisin. Oui, ce voisin avoir un comportement plus humain, mais nous appelons le maire, si lui ne veut pas entendre raison, à utiliser de toute son autorité pour lui adresser une mise en demeure beaucoup plus ferme, et éventuellement, s'il refuse d'obtempérer, qu'il fasse enlever le mur à la charge de ce monsieur, parce que c'est son droit en tant que premier magistrat de la commune. Mais il faut qu'il le fasse dans les règles. Il y a des règles, il faut une lettre recommandée, il faut des choses comme ça. Et tout. Ouais. Et voilà. Et nous avons hier soir, en commission juridique, nous avons adressé un nouveau courrier au maire pour lui dire que cette situation ne peut pas durer parce que c'est la vie d'un homme qui est en danger. Et sa femme aussi, puisque sa femme a plus de 70 ans. Mais il y a des choses comme ça, en fait, des situations comme ça qui vraiment te coupent le souffle. Hein, bon. Sous prétexte que la servitude n'est pas inscrite ou a été mal inscrite sur le terrain, etc. Alors que, mais ça, c'est papier, ça. C'est papier. Alors qu'avant, la parole de l'homme vaut l'homme. On y doit passer, on doit passer là, et puis nous allons trouver une solution. C'est ça. Bon. Okay, bon, on espère que la situation ne pourra que s'améliorer. Eh bien, on va passer tout de suite... Mais attention, nous avons une situation pareille comme ça, exactement pareille. Presque à Sainte-Marie. À Sainte-Marie. Et parce que dans la vidéo, je vois que je me suis trompée, parce que j'ai mis Sainte-Marie, mais en fait, là, c'était Rivière-Salée. Oui. Et effectivement, je sais qu'il y avait effectivement un problème à Sainte-Marie, et complètement du bétonnage, c'est ça? C'est du bétonnage. Il a bétonné la voie pour empêcher à Madame Joubert d'arriver chez elle. Et Madame Joubert, c'est une dame qui a à peu près le même âge, peut-être un petit peu moins, mais qui est dans une situation difficile. Et elle est bloquée chez elle. Elle est bloquée chez elle. Alors évidemment, le maire de Sainte-Marie a sollicité de la SOPAMA un rendez-vous. Nous avons sollicité du maire un rendez-vous, à sa demande même d'ailleurs, pour qu'on puisse trouver une solution. Bon, on a déjà tenté des solutions avec Madame Labonne, celle qui a barré l'accès, mais bon, on n'a pas trouvé de solution et le maire doit intervenir, mais il semblerait que le maire de monsieur Azero soit de bonne composition pour ce dossier-là, pour trouver une solution. Mais nous espérons qu'on va trouver une solution. Ok, bon, pas facile. C'est pas facile, mais on ne baisse pas les bras, on se met au travail tout le temps. Ce sont des questions de sécurité, de santé, de cadre de vie, on ne peut pas abandonner les gens. Et en parlant justement de cadre de vie, donc on a nos invités sur le plateau qui ont vu une flopée de gendarmes, d'huissiers, pour justement leur retirer leur cadre de vie. Quasiment, vous expulsez, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, c'est samedi, vendredi dernier. Vendredi 13. Vendredi 13. Le vendredi 13. Et c'est quelle commune? Elle va nous expliquer quelle commune et puis la situation. C'est le quartier La Talente. Oui. Donc c'est plus proche du Diamant. Il faut passer par le Diamant pour arriver au quartier La Talente. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et en fin de compte, vendredi, mon neveu qui habite dans la maison familiale de mon père, puisqu'il vit avec sa mère, et sa mère est décédée le 30 décembre. Donc, mon neveu est toujours sur place. Il a une compagne, un enfant, et il m'appelle pour me dire qu'ils sont venus nous expulser. Qui il? Le gendarme et Madame Pélage, l'huissier. Donc c'est un huissier, Madame Pélage. Madame Pélage. Mais, juste entre parenthèses, Madame Pélage, nous, depuis le départ, nous avons pris un huissier qui était maître clairvoyant
pour pouvoir faire un constat. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'on doit laisser le terrain. Qui donc? Mon père, il a 94 ans aujourd'hui. Sa sœur a 90 ans. Mon père, il est né sur le terrain. Sa mère, qui s'appelle Rosalie Sorbon, est née sur le terrain. On nous dit qu'il faudra sortir. Donc, on a pris un huissier pour faire savoir que, pour voir si la partie adverse, qui dit que c'est son terrain, si elle a dit qu'elle habite, si elle était là. L'huissier, monsieur Clairvoyant, qui est décédé déjà, il a fait un constat, il nous a remis le dossier, qu'il n'y a plus, et que ces gens-là n'habitent, ils n'ont rien du tout sur le terrain. Ils n'ont pas de boîte aux lettres. Ils n'ont pas de boîte aux lettres, quoi que ce soit. Déjà, ils habitent sur le territoire des Anses d'Arlay. Et là, c'est le territoire des Trois-Îlets. Qui donc? Madame Pélage, monsieur Clairvoyant, l'huissier, est décédé. Madame Pélage a pris le cabinet de monsieur Clairvoyant. À mon avis, elle a vu les dossiers que monsieur Clairvoyant avait. Elle aurait dû voir que nous étions les clients de monsieur Clairvoyant. Elle a pris le relais, non, elle prend le relais des dossiers tout de monsieur Clairvoyant. Tout à fait. Et c'est elle aujourd'hui qui vient nous expulser. Qui vous chasse. Hein? Qui donc, les gendarmes sont arrivés avec elle, avec un serrurier, et puis ils ont dit à mon neveu qu'il faudra sortir. Déjà, il dormait. Ils ont frappé, ils voulaient écraser la porte. Mon neveu a ouvert. Et puis ensuite, ils ont dit, oui, vous savez que vous n'êtes pas chez vous. Mon neveu a dit, moi je ne connais pas cette histoire. Et ensuite, quand il a ouvert la porte, il a ouvert avec son trousseau de clés. Et pendant que mon neveu a ouvert la porte, puisqu'il dormait, il a entendu le bruit, il a ouvert. Et quand il a ouvert pour parler pour l'huissier et pour les gendarmes, ils ont pris son trousseau de clés qui avait la clé de son travail. Ils ont arraché. Mais il n'a même pas vu puisqu'il était en train de parler. C'est après il a constaté qu'ils sont partis avec son trousseau de clés. Après, ils sont montés chez mon cousin qui habite. Ils ont comment on dit ça? Ils ont scellé les portes de mon cousin. Mon cousin, il a été faire des courses. Quand il revient, il ne peut pas entrer chez lui. Il trouve que l'huissier est là et le gendarme, il dit oui, mais comment? Madame Pélage a dit que on vous ouvre. C'est l'huissier. C'est l'huissier, Madame Pélage, l'huissier, a dit que on vous ouvre pour que vous puissiez prendre vos affaires. Il a dit oui, mais je dors où? Ils ont dit que vous allez chez votre frère. Le frère habite un peu plus haut. Mais ils ont ouvert pour lui. Le cousin a des enfants? Comment? Il y a des enfants, le cousin? Ils sont déjà âgés, leurs enfants sont déjà grands. Voilà. Et en fin de compte, il y a la maison de ma tante, elle a 90 ans. En ce moment, comme c'est pas la grande forme, qui donc, elle était obligée, puisque c'est des garçons qui sont sur le terrain, qui donc, elle était obligée d'aller à Fort-de-France pour des soins. Ils ont scellé la porte de Madame Richepy, qui est la sœur de mon père, qui a 90 ans. Ensuite, ils sont allés chez l'autre frère, qui est donc le fils de ma tante. Il est invalide à 90%. Vous avez dû voir comment il a du mal à se lever, à se déplacer. On lui a dit qu'on lui donne 1 mois pour laisser la maison. Et ils ont scellé les portes. Et comme il n'a pas d'endroit pour y aller, ils lui ont remis une clé en attendant pour juste 1 mois. Il me dit qu'il ne sait où aller. Il a en plus tous ses animaux. C'est sa vie. Les kinés viennent chez lui
pour lui faire le nécessaire. Il me dit, il ne sait pas quoi faire. Moi, je trouve que c'est de l'injustice. Mon neveu, on lui a dit qu'il faut qu'il aille. On lui donne 1 mois pour laisser la maison. Il va où? Il a une compagne et un enfant. Il va où? Donc en fait, il y a 4 maisons. Il y en a 5. Il y en a 5. La 5e, c'est... un peu plus bas. Donc 5 maisons qu'ils ont scellées, mettre dehors... Alors, bon, Pascal, j'ai quand même une question à te poser. En fait, j'ai quand même une question. Oui. Est-ce qu'un huissier, Madame Pélage, qui justement avait ce dossier en main par l'intermédiaire de Maître Clairvoyant, qui est déjà passé par l'autre bras, est-ce que la famille Brigitte était les clients de Monsieur Clairvoyant? Est-ce que ça se fait? Oui. Alors, dès qu'on voit ça, on sent ça sent la magouille. On sent qu'il y a quelque chose qui est irrégulier. Comment Maître Pélage, huissier de justice, comme on dit, qui prend la succession de Maître Clairvoyant, qui est décédé, la même étude, alors que M. Clairvoyant avait déjà le dossier, qui suivait le dossier pour la famille Brigitte et Richepy. Eh bien, voilà, il a le dossier. Donc, il a tous les éléments du dossier, mais au lieu d'agir en faveur de la famille Brigitte, eh bien, il agit contre eux maintenant. Alors, mais dans ce dossier-là, il y a même quelque chose. On peut dire, et c'est ça qu'il faut mettre en cause fortement, Maître Pélage. Maître Pélage dit, quand nous arrivons, parce que quand nous avons été appelés, là, cependant, je trouve tous ces gens-là, une flopée de gendarmes, comme au moins près d'une dizaine de gendarmes. Madame l'huissier, Madame Pélage, accompagnée de ces personnes, et serruriers et autres, ils sont entrés presque de partout. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils peuvent rentrer sur le terrain... C'est l'huissier de justice. Donc l'huissier, les gendarmes aussi peuvent rentrer sur le terrain. Les gendarmes, je dis, force de droit et mandataire de justice et de ça. Bon, ils se disent, bon, mais c'est leur justice. Mais c'est pas la justice des Martiniquais. En fait, c'est leur droit, mais c'est pas de la justice. Oui, c'est leur droit. Ils se disent en fait, c'est leur droit papier, quoi. Et ils disent que c'est la justice. Mais ce sont leurs institutions, leurs tribunaux qui leur donnent des façons de faire. Alors, donc, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais alors, madame, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est déjà fait. Hein? Je dis, mais comment, vous n'avez pas honte? Et j'appelle à la conscience de madame Pélage. De madame Pélage. Comment madame Pélage, qui est une femme, je ne sais pas si elle a des enfants, si elle a des parents, mais en tout cas, elle lance chez une personne qui a 94 ans, qui est partie faire ses courses, avec son petit-fils qui est en train de dormir, et puis vous êtes fiers vous avez fermé, vous avez mis scellé. Mais non, même si on lui donne, il y a des décisions des tribunaux, mais elle doit apprécier la situation et dire que humainement, ce n'est pas possible de faire ça. Comment vous allez enfermer des gens chez eux? Alors, lorsqu'ils disent mettre sous scellé, matériellement, c'est comment? Alors, quand on met sous scellé, c'est comme Mme Brigitte, vous expliquez bien. Oui, donc ils ont changé les serrures. Ils viennent avec leur perceuse. Oui. Alors, ils enlèvent la serrure, le canon. Voilà. Ils enlèvent le canon et puis donc avec une perceuse. Avec une perceuse et puis là, la porte elle s'ouvre. Et là, ils changent le canon, ils remettent un canon à eux, avec leur clé. Donc, ils ont fait ça dans les 5 maisons. Et puis donc, ils avaient bien préparé une quantité de serrures. Bien fermé. Et puis, ils mettent une affiche, interdiction d'entrée, parce que c'est scellé. Mais dans cette affaire, le pire, moi, je me demande qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice. Parce qu'en fin de compte, le terrain appartient à l'aïeul de mon père, Charles Sorbet. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que Charles Sorbet,
il est mort en 1892. J'ai dit 1892. Avec plus de 100 ans, 120 ans. Et il y a eu des témoins qui sont nés en 1924 et en 1929 qui témoignent qu'ils ont connu Charles Sorbet. Là, on ne comprend plus rien. C'est impossible. Et qui donc, la partie adverse, ils ont déclaré que c'est leur terrain. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien du tout. Mais mon père, à 94 ans, il est né. Et son aïeul, c'est Charles Sorbet. Donc, de génération en génération, vous êtes sur ce territoire, sur ce terrain, et ils ne veulent pas reconnaître le fait que vous êtes propriétaire de cette terre. Tout à fait. Et ils ont trouvé un notaire qui a fait un acte un titre de propriété de trentenaire. Ouais. Et tandis que pour faire ça, il faut être présent, il faut la possession. Nous sommes sur le terrain et c'est la partie adverse qui a le titre de propriété. Il faut démontrer qu'on a des factures, tout ça, etc. Une boîte aux lettres, comme disait M. Élysée. Oui. Donc, en fait, il faut prouver qu'on paye des factures, qu'on paye des taxes d'habitation, ou je ne sais quoi, etc. Mais là, ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Et il faut voir comment la maison de mon père est vraiment... c'est une maison ancienne. Nous avons un arbre, un manguier. Il faut voir la grosseur du manguier, qui est plus âgé que moi. Et ce qui prouve que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes là. Et nous avons fait une terrasse. On a le manguier et à l'intérieur de la terrasse. Et ils disent que c'est leur terrain, qu'il faut qu'on parte. Et en fin de compte, monsieur Charles Sorbet, qui est l'aïeul de mon père, il a eu une fille. Qui donc, la fille s'appelle, moi comme je suis plus jeune, je reprends, mais monsieur Charles Sorbet a eu une fille qui s'appelle Lucie Sorbet. Lucie Sorbet a eu Rosalie. Et Rosalie, c'est la mère de mon père. Lucie, c'est la grand-mère de mon père. La lignée. Et je ne comprends pas comment ils nous disent que nous ne faisons pas partie de la famille, c'est à eux. Alors moi, je ne comprends pas. Ils ont un projet alors. Bon, je sais pas. Je pense qu'ils ont des projets. On a besoin de se débarrasser pour créer. Et il y a une question que je voulais poser aussi. Ça a une vue sur mer. Non. C'est bien placé, c'est plat. C'est plat, et il y a quand même 4 hectares et quelques. Je pense qu'ils ont des idées derrière la tête. Et dans tout ça, moi je dis que le maire des Trois-Îlets, c'est M. René Corail. Monsieur René Corail, il nous a aidés pour... il y avait l'ADEME, il y avait l'EDF, il y avait le maire. Ils ont participé financièrement pour mettre des panneaux solaires. Pour mettre des panneaux solaires. Et jusqu'à ce jour, on a les panneaux solaires. En plus, vous avez les panneaux solaires sur on a les le toit. Tout à fait. Monsieur, même au niveau du compteur d'eau, Monsieur René Corail, il nous a donné une aide. Alors, je ne comprends pas comment lui, il ne peut pas dire qu'effectivement, ces gens-là, c'est depuis X. Puisque mon père est né aux Trois-Îlets, ma mère est née aux Trois-Îlets. Mes 3 derniers frères sont nés sur le territoire des Trois-Îlets. Et nous sommes tous dans la cinquantaine. Tout à fait. Mais je voulais poser une question. Oui, je voulais poser une question parce que mon cousin Richpi m'a expliqué que est-ce que les huissiers, ils ont le droit, l'huissier et les gendarmes ont le droit d'entrer à l'intérieur quand ils mettent sur cellule. Alors, 2 choses. Parce qu'ils ont fouillé partout. Il faut une décision du tribunal. La décision du tribunal peut être simplement une ordonnance du juge qui leur donne le droit d'intervenir. Alors, mais très souvent, et c'est ça le problème, ils ne présentent pas ce dossier-là. Hier ou avant-hier, je l'ai dit à un gendarme, vous ne pouvez pas venir là si vous n'avez pas une ordonnance du tribunal. Si le juge vous donne le droit,
Alors, à ce moment-là, vous présentez le doigt. Je leur dis, oui, oui, nous avons le doigt, c'est la gendarmerie. Mais non, c'est pas parce que vous êtes gendarme, vous devez présenter Un document. un document. Ils vous ont présenté une Non, ordonnance? pas du tout. Rien du tout. Pas du tout. Bon, mais dans ce cas précis, il me semble qu'il y ait eu un jugement depuis longtemps, qui est déjà, comme ils disent, qui est en force de la chose jugée, et qui avait conclu à ce que ces messieurs dames, sur la foi de témoignages totalement. Vous avez vu des gens qui sont nés en 1924-1929 qui témoignent de personnes qui sont décédées depuis 1890. Alors donc ça n'a pas, et sur la base de ce jugement, ils avaient donné droit à l'autre partie. C'est quelle famille? Ostan. C'est la famille Ostan. Bon, je ne vois pas, je ne sais pas s'il y a un lien, mais je sais qu'il y avait un monsieur Ostan qui était juge au tribunal administratif de Fort-de-France. Oui, Est-ce que c'est j'ai passé? vu un tampon justement sur un Oui. papier où Oui, c'est tamponné j'ai par vu, monsieur Ostan, justement. Par un monsieur Ah ben Ostan. justement, ce Alors, monsieur qui je ne sais était pas juge. quel lien, J'ai vu ça, oui. quel jeu d'écriture qu'il y a entre ce monsieur La famille Ostan et Oui. le C'est juge la Ostan. sœur de Madame Ostan. Ah, monsieur Ostan, Ostan. qui était juge au tribunal Tout à fait. de tribunal administratif de Ah, Fort-de-France, qui était juge au tribunal administratif, se trouve être le frère Frère de Madame Ostan. qui se dit avoir des Effectivement. droits dessus. Alors, on peut voir ce document-là sur le Facebook de Anicia Berton. Oui. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook d'Anicia Berton. Vous verrez le tampon du juge avec la signature du juge Ostan sur les documents du tribunal. Donc, on peut, Pour la on famille peut- Ostan. Et on comprend, Ok. on peut se poser des questions sur les tours de passe-passe. On se pose des questions. On se pose des questions, qu'on n'a pas de réponse, mais on pose des questions. Mais ça pose des questions de la validité du jugement qui est fait en faveur de la famille Ostan contre la famille Richie et Brigitte. Ok. Vous avez vu un petit peu. Et c'est ça. Et c'est sous cette base-là de jugement fallacieux, de jugement Qu'on met les gens dehors. qu'on veut mettre les gens dehors. Alors qu'il y a des choses, je pense que le juge qui avait jugé l'affaire aurait dû voir le témoignage de ça ne pouvait pas se faire. Alors, c'est là. Et comment se sortir de ça? Se sortir de ça, c'est la première chose, je crois, que la famille Brigitte et Richepie, et ces gens-là ont le droit de résister, Tout à fait. d'être toujours sur leur maison. Bon, maintenant... Mais ils ont maintenant, besoin d'un soutien. ils ont besoin de soutien. Et c'est à cette fin que la SOPAMA est là, parce que c'est un problème de cadre de vie, c'est un problème humain que nous ne pouvons pas laisser traîner, et que dans ce cadre-là, nous avons apporté notre soutien, tout ce que nous pouvons, mais nous serons avec eux le jeudi de l'Ascension et nous appelons tous les Le tous jeudi les de amis l'Ascension, bon, c'est de pas tout le monde l'Ascension. qui est catholique ou Oui, chrétien, donc c'est quelle date? mais comme en majorité, quand on dit le jeudi de l'Ascension, on sait ce que c'est, ça se trouve c'est le En fait, moi, je sais 26 pas, mai, c'est le 26 mai, Le parce 26 que mai. 26 mai, et Fanny Roy va retenir, c'est le jeudi 26 mai, à partir de 9h ou de 10h. Oui, de aux 9h. 10h. Ah, mais tous ceux qui peuvent, nous allons porter notre soutien et à la famille Brigitte et Richepie, au quartier. La Talente, Toisillet. Ok, comment y accéder pour qu'on puisse... Pour y accéder, il faut faire par le diamant. Ensuite, on dépasse le collège, on prend l'entrée du Morne Blanc et on monte jusqu'au terminus. Oui. Ok. Donc, Donc, de toute façon, il y aura certainement des drapeaux rouges, verts, noirs avec la SOPAMA. Donc, Oui. alors, on retient, on part du diamant, direction Morne Blanc, on dépasse le Morne Blanc, on dépasse le quartier Ancinel et on va jusqu'au... Tout à fait. Le 26 mai. Le Le 26 mai, j'ai dit 26 mai. Alors, Ok. donc, nous avons dit la famille, Brigitte. bon courage. Merci. Nous, l'épisode, Ouais. c'est d'autres qui ont supporté, mais je pas celle. Merci. Et Madame Richepie, elle a pu rentrer chez elle Non, elle est toujours sur Fort-de-France puisque sa santé ne lui permet pas de... Rester Mais seul. ouais, et vivre cela aussi, ça doit être assez difficile, conséquent. oui. Ouais. Ok. Mais on vous encourage, et puis bon, 26 mai, et n'hésitez pas, comme vous avez fait, hein, à appeler la SOPAMA comme on a le 13 mai. Voilà. Donc on a pu venir comme on pouvait, voilà, mais on s'est rendu.
Merci. Vous avez quelque Merci. chose à rajouter? Non, ça va. Oui, Ça va. On Ok. espère simplement que... Que les choses vont rentrer dans l'ordre parce que nous, on va jamais céder. Tout à fait. On va jamais céder parce qu'on conçoit que notre terrain nous appartient. C'est notre richesse. C'est ce que nos parents nous ont laissé. Qui donc on va pas céder. On va jamais céder pour la partie adverse. Tout à fait. Mais on vous remercie. Merci. Voilà, donc on va maintenant aborder un sujet. C'est un sujet sur les éoliennes. Donc ça se trouve au Makuba. Donc il y a 6 éoliennes sur le terrain de Monsieur. Salut de Lucie. Non, c'est de Pompignan. Ah, c'est de Pompignan. Pompignan. C'est pareil, c'est les mêmes. Donc au Makuba, donc il y a le transport de 6 éoliennes qui doivent se faire sur le terrain de Monsieur Pompignan. Mais il faut savoir que à Grand-Rivière, il y a 7 éoliennes. Et je pense que c'est de cela que tu parles, sur le terrain de Jean-Louis Delucy. Voilà, donc il y a 7 éoliennes sur le terrain de Jean-Louis Delucy à Grand-Rivière. Et ce qui veut être fait, c'est qu'ils veulent mettre 6 éoliennes sur le terrain de Monsieur de Pompignan. Donc voilà. Mais le souci, c'est qu'il y avait eu une étude d'impact pour que ces éoliennes puissent être transportées sur la voie terrestre, donc de Fort-de-France jusqu'au Makuba, par voie terrestre. Donc il y a eu une étude d'impact pour cela. Et subitement, on apprend, les habitants de Grand-Rivière apprennent qu'en fait, en réalité, maintenant, il se pourrait grandement qu'il y ait le transport par voie maritime et que ça passe par Grand-Rivière, que les éoliennes passent sur les 2 ponts qui sont patrimoine martiniquais, passent sur les 2 ponts pour arriver à être posés sur la propriété privée de M. Pompignan, donc du Makuba. Et donc ils savent très bien que les ponts de Grand-Rivière ne pourront pas supporter le poids de ces éoliennes. C'est maximum, c'est 30 tonnes. Donc ils ont le projet de consolider justement les ponts de Grand-Rivière pour pouvoir faire le passage de ces éoliennes. Voilà. Mais il y a aussi, donc chez les riverains à Grand-Rivière, il y a la rumeur qui dit qu'il y aurait peut-être une convention qui sera signée à hauteur de 1 500 000 euros pour dédommager la mairie de Grand-Rivière par rapport justement au passage de ces éoliennes dans leur commune. Parce qu'il faut dire que ça peut abîmer la route, tout ça, etc. Parce que je me rappelle, à l'époque, c'était en 2016, il y avait le transport des pièces de l'usine d'Albioma, il y avait un convoi exceptionnel, donc, dont la CTM avait permis le passage. Donc c'était le soir, la route était fermée à telle heure, il devait arriver avant peut-être 3 heures du matin, je ne me rappelle plus, à Albioma justement. Donc en fait ça demande quand même un certain transport, une certaine forme de sécurité, tout ça, etc. Donc c'est ce qui se passe en ce moment Makuba Grand-Rivière, et j'ai une image que j'ai emmenée, une photo qui a été faite le 18 mai 2022. Voilà, c'est mercredi, et sur cette image-là, on voit qu'il y a déjà des travaux, voilà, des travaux qui se font pour le passage de ces éoliennes. Donc il n'y a pas de panneau, aucun panneau disant qu'il y aura une construction, défrichement, permis de construire ou permis de je ne sais pas quoi. Il n'y a rien comme panneau pour dire ce qu'ils sont en train de faire là. Mais ils sont en train de le faire. Donc on aurait dit que tout est déjà acté, tout est déjà dans les normes, etc. Donc il faut savoir que ces 6 éoliennes-là viennent de la société GRES, G-R-E-E-S, et ceux qui ont fait le lobbying, c'est Yves Gégaud et puis Jean-Louis Borloo, donc des hommes qu'on connaît très bien. Des anciens ministres français. M. Jean-Louis Borloo était ministre des Outre-mer.
Oui, comme monsieur Yves Gégaud. Oui, qui était. Donc on voit, ben, c'est toujours la même chose. Et c'est là qu'on voit que tous ces gens-là qui interviennent sur le territoire martiniquais, tous ceux-là qui se disent ministres, mais qui ont été ministres, mais ils viennent pour faire leurs affaires. On dit que lorsqu'ils sont en ministre, ils viennent en prospection. Et puis ils viennent à faire avec la complicité de certains élus, mais avec la complicité des créoles, des béquets, comme tu dis, des créoles, comme tu dis, avec qui, pour faire leurs affaires, Jean-Luc Delucy, qui a déjà pas mal de casseroles. Oui, il a fait de la prison. Il est sorti de prison. Qui est mis en examen pour une affaire de détournement de fonds aux marins, que l'on connaît bien, que tout le monde connaît. Mais ce sont tous ces excuse-moi, c'est aussi lui qui avait construit une maison en dur sur l'îlet Oscar, c'est bien ça? Oui, sur l'îlet Oscar, qui est contre Monsieur Monger. Contre Monsieur Monger. C'est tous ces... Il avait mis des chats sur l'îlet qui mangent les oiseaux endémiques. Oui, mais c'est tout ça. Donc on connaît tous ces gens-là, ce sont les mêmes qu'on les reconnaît, mais toujours en faveur de leurs intérêts financiers, mais contre la sécurité des Martiniquais, dans ce cas-là précis. Faire venir 5 éoliennes dont ce qui pèse le moins, ça pèse 30 tonnes, c'est entre 50 et 90 tonnes de quoi? J'ai vu, c'est 180 mètres de hauteur, donc c'est énorme, 136 de diamètre, voilà, donc à fois 6, et puis il y en a déjà 7, il faut le dire aussi, il y en a 7 à Grand-Rivière, mais les gens de Grand-Rivière ont des coupures d'électricité. Mais bien sûr. Et ils ont même pas... Alors, toute l'électricité est vendue à EDF. Donc l'électricité qui est produite par ces éoliennes est vendue à EDF, mais lorsqu'il y a une coupure d'électricité, les gens de Grand-Rivière n'ont pas de courant, alors qu'ils ont tous les effets néfastes des éoliennes chez eux. Et puis, ils n'ont même pas de courant, il n'y a même pas une petite batterie pour pouvoir leur permettre d'alimenter. Ils ne profitent même pas de l'avantage qu'ils ont chez eux. Tout à fait. Mais pour ceux qui connaissent la route de Grand-Rivière, combien c'est dangereux. Ça fait au moins 6 mois où la population sera complètement impactée, personne ne pourra accéder par la route à Grand-Rivière. Ah oui, alors effectivement, parce que de 8 heures, la route sera bloquée, donc de 8 heures à midi, après de 14 heures à 17 heures. Donc personne ne pourra rentrer, personne ne pourra sortir de Grand-Rivière pendant plus de 6 mois. Mais ils ont dit qu'ils estiment à 6 mois les travaux à Grand-Rivière. Mais ils commencent soi-disant au mois de juillet, donc on voit la photo qui dit qu'ils sont déjà en train de faire les travaux. Mais ils ont dit qu'ils vont commencer au mois de juillet. Mais le mois de juillet, c'est quoi? C'est la saison cyclonique. C'est la saison des pluies. Donc les riverains savent très bien que pendant cette période-là, la mer est très houleuse. Et puis il y a des glissements de terrain. Voilà. Et puis on voit les pentes des rivières. Et puis la route est étroite. Et puis sous le danger qu'il y a eu déjà des éboulements qui ont barré la route. Alors tout ça, bonjour les dégâts. Et puis ensuite les ponts, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'ils pourront supporter ces poids-là? Alors qu'on nous dit qu'il y avait une autre possibilité, c'est sortir par la route, ce serait peut-être plus long, mais ce serait de nuit et possibilité, et pour leur permettre d'accéder à Macouba, au lieu de les faire venir par la mer, débarquer à Grand-Rivière, ça les revient moins cher. Traverser Grand-Rivière, et puis les ponts, et puis aller vers Macouba. Mais vous voyez, c'est une question de gros sous et de manigance derrière ça toujours. Toujours. Mais il y a une chose quand même, parce qu'il y avait les candidats à la présidentielle qui parlaient justement d'arrêter avec les éoliennes, de finir avec les éoliennes, parce que c'est très nocif, etc. Et puis, au point où il se disait qu'il vaut mieux encore continuer avec encore un nuisible qui est le nucléaire. Mais les candidats disaient eux-mêmes d'arrêter avec les éoliennes, quoi. Pas le nucléaire martinique, hein? Non, mais je parle de la France. Les candidats disaient qu'il faut arrêter avec les éoliennes, favoriser le nucléaire. Donc, mais nous, à la Martinique, nous avons le soleil gratuit. Tout à fait.
nous pouvons, et il y a des études qui ont fait, si en mettant les éoliennes, le photovoltaïque uniquement sur les bâtiments publics, on a de quoi fournir l'électricité à toute la Martinique. Et on a les bâtiments publics, on a les stades, on a les parkings de centres commerciaux, tout ça, mais on a de quoi... Les centres administratifs, les collèges, les lycées. Donc on a tout ça, fournir l'électricité, mais un prix modique à la Martinique. Mais il faut une volonté politique, une volonté au service de la population martiniquaise pour qu'on puisse faire ça. Mais ça se fait, il y a de grandes villes en Amérique du Sud où ils sont autonomes au niveau de photovoltaïque, quoi. Mais en Espagne, pas en Espagne, en Allemagne, où ils n'ont pas autant de soleil que nous, il y a une ville qui est complètement éclairée, et la route, tout ça, les maisons, avec l'électricité solaire. Alors pourquoi on ne peut pas le faire? Mais techniquement, c'est possible, hein? Techniquement, c'est possible. Bon, on nous dit qu'il y a une question de stockage de l'électricité. Les moyens technologiques qui sont faits, les progrès qui sont faits, permettent de régler ce problème. Ça se fait ailleurs, ça peut se faire ici. Ça peut se faire ici. Et puis nous avons aussi, pour finir vite fait, nous avons aussi au Vauclin 3 éoliennes qui depuis un an sont au sol. Oui. Et il y a le problème du recyclage de ces éoliennes. Oui. Et on n'a jamais eu de bilan de ces éoliennes-là. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi ils ne recommencent pas? Si c'était si bénéfique et si c'était rentable, pourquoi il n'y a pas de nouvelles éoliennes qui sont replacées au Vauclin si vraiment c'était quelque chose de si rentable que ça et puis qui produisait? Et moi-même, je suis passé au Vauclin il y a quelques semaines. J'ai vu les éoliennes renversées par terre. Mais ce que nous disons aux responsables, aux décideurs martiniquais, à ceux qui donnent des autorisations, aux préfets et tout le reste, mais faites-nous le bilan. C'est ça. Dites-nous qu'est-ce qu'il y avait de bon dans des éoliennes du Vauclin. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que ça a pu donner? Quelles sont les raisons? Est-ce que nous pouvons réparer? Ou bien est-ce qu'il faut continuer les mêmes erreurs sans qu'on sache pourquoi? Alors, on a des éoliennes qui n'ont pas marché, c'est à terre, on ne sait pas pourquoi, ni pour rien, et puis on nous dit il faut faire venir d'autres éoliennes. Couché par terre, donc. Couché par terre. Oui, ça fait un moment. Ah oui, ça fait des années. Mais alors, c'est là, nous disons, il y a une incohérence totale et il y a un gaspillage de l'argent public. Il y a un gaspillage des fonds publics. Oui, c'est nous qui payons. Hein. Et c'est nous qui payons, en définitive. Même si on nous dit que c'est un projet privé, mais il y a tous les avantages des pots qu'on leur donne, la défiscalisation. Quand on leur donne la défiscalisation, ce sont les impôts, nos impôts qui paient ça. Alors, donc voilà, et puis on ne sait rien. Rien du tout, on n'a pas d'explication. On n'a aucune explication, mais on aurait voulu, et c'est ce que nous demandons, avant de faire de telles autorisations avec autant de risques, faisons un bilan de ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, avant de faire les mêmes choses et pour les mêmes erreurs. Nous avons quitté ça continuellement. C'est un joueur qui n'est pas bon, nous avons quitté et foutu un rasé. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays, qu'on développe un pays. Et nous voulons un développement durable pour ce pays que nous aimons. Et de toute façon, s'il continue à faire ça, c'est que ça doit bien profiter à quelqu'un. Dans tous les cas, pas à la population. Mais vous avez entendu les noms de Pompignan, de Lucie, et Jean-Louis Borloo, qui est un Français, qui avait été ministre. C'est M. Yves Jégo, qui avait été ministre Outre-mer, c'est ce qu'il dit? Oui, Outre-mer, il me semble. Mais bon. Certains disent des anciennes colonies, mais enfin bon. Voilà. Donc, je voulais voir avec vous un dossier concernant Rivière-Salée. Donc des coupes d'arbres, mais bon, on n'a pas le temps puisqu'il nous reste à peine 2 minutes de vidéo. Mais la semaine prochaine, donc on va commencer par ça justement. Donc ça se trouve à Rivière-Salée, donc des coupes d'arbres, alors que nous sommes en période où on dit qu'il y a des dites brumes de sable, parce qu'on va dire comme ça, des dites brumes de sable. Et puis aussi dans cette cité-là, à Rivière-Salée, il y a aussi c'est un bâtiment qui est amianté. Donc la semaine qui vient, je vais faire un petit reportage dans la cité pour cette coupe d'arbres ainsi que pour l'amiante, pour que nous puissions voir ensemble. Peut-être que je vais inviter aussi Mylène et Guylaine. Oui, je vais l'inviter sur le plateau pour qu'elle puisse nous dire ce qu'elle vit
et comment en fait, pourquoi il est important effectivement d'arrêter de déboiser. Donc, de couper les arbres près de chez soi. Il y avait aussi, tu me parlais tout à l'heure là, effectivement, cette cité-là avait aussi un projet de jardin. Il y avait un jardin, pourquoi le jardin ne fonctionne plus? Voilà, pourquoi le jardin ne fonctionne plus. Donc, mais en fait, je crois que Guylaine va pouvoir nous donner beaucoup d'éléments si elle est disponible la semaine prochaine, parce qu'en même temps... J'espère. J'espère, parce qu'il y a tout le travail elle est aussi membre de l'association Zéro Chlordécone, Zéro Poison. Zéro Poison, Zéro Chlordécone, elle pourra parler. Beaucoup donc la semaine prochaine, si elle est disponible, je crois qu'elle Je vais faire en sorte qu'elle soit disponible, je vais essayer de lui demander. Voilà, donc pour parler de la coupe d'arbre, de l'amiante. Et puis une dernière information, vous avez vu sur Lorrain, rapidement, le Lorrain, nous avons pu avoir une réunion avec monsieur et Monique, qui est le directeur de l'agence de 50 pages géométriques, pour voir que les travaux sont arrêtés et qu'il n'y aura pas de nouveaux travaux tant que la situation ne soit pas éclaircie. Et nous avons un rendez-vous avec M. Monique de la population samedi qui vient au Lorrain. Ok, d'accord. Parce que justement, j'ai préparé la vidéo pour la semaine prochaine. Aussi. Donc, on aura le bilan de la journée de samedi prochain, puis on verra. Ouais, okay. Et puis on aura le bilan de ce qui s'est passé aussi chez les Brigitte. Voilà, ok. Donc on dit à la famille Brigitte bon courage. Et puis on est avec vous donc le 26 mai. Merci. Ok, à très bientôt sur Zouk TV avec Ansimène et puis la Sopamar. La Sopamar, à très bientôt. Merci Zouk TV aussi. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme